Je m'appelle Emma Davis, et j'ai 29 ans. La maison de 980 000 $ que ma grand-mère m'a laissée devait être mon sanctuaire. Au lieu de cela, elle est devenue la scène de la trahison la plus douloureuse de ma vie. Mon père a oublié de raccrocher le téléphone ce jour-là. Ce n'est qu'un fardeau, a-t-il dit à ma mère, sans savoir que j'entendais chaque mot. Il profitait de l'Europe à mes frais tout en complotant pour me prendre ma maison. Alors, j'ai pris une décision. Quand ils sont revenus, souriant avec des souvenirs, leur clé n'entrait plus dans la serrure. La maison était vide, et ma note disait simplement, « Surprise, un fardeau a fait ça ». Avant de vous raconter comment tout cela s'est déroulé, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires, et appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous si vous avez déjà eu à vous défendre contre des membres de votre famille qui vous considéraient comme acquis. Quand j'étais petite, l'argent était toujours un problème dans notre foyer. Mes parents, Robert et Diana Davis, cumulaient plusieurs emplois juste pour garder notre petite maison de location et mettre de la nourriture sur la table. Papa était un ouvrier d'usine avec une aigreur perpétuelle concernant les opportunités manquées, tandis que maman jonglait avec des postes de réceptionniste à temps partiel. Malgré leurs difficultés financières, ils ne m'ont jamais laissé oublier que chaque dollar dépensé pour moi était un dollar qu'ils ne pouvaient pas dépenser pour eux-mêmes. Ma grand-mère, Elisabeth, était différente. Alors que mes parents ne voyaient que des limitations, mamie Elisabeth voyait du potentiel en moi. Elle avait été une femme d'affaires avisée qui avait bâti son propre portefeuille immobilier en partant de zéro après la mort précoce de mon grand-père. Emma, me disait-elle lors de nos visites du week-end dans sa belle maison de style colonial, ne laisse jamais personne te dire ce que tu vaux. C'est à toi de le décider. Ces week-ends avec mamie étaient mon évasion. Sa maison était spacieuse, remplie de belles antiquités et de chaleur. Le jardin arrière, où nous plantions des fleurs ensemble, est devenu mon sanctuaire. Contrairement à l'air chargé de tension de la maison de mes parents, la maison de mamie ressemblait à la liberté. Quand j'ai eu 18 ans, mamie m'a aidé à postuler pour des bourses d'études et des prêts universitaires. Mes parents considéraient l'enseignement supérieur comme une façon de se donner des grands airs et ont refusé de contribuer d'un centime. L'université, c'est pour les gens qui se croient meilleurs que tout le monde, disait mon père, bien que j'ai appris plus tard qu'il n'avait tout simplement jamais été accepté lui-même. J'ai cumulé 3 emplois pendant mes études universitaires, obtenant un diplôme en commerce et décrochant immédiatement un poste dans une agence immobilière. Mamie rayonnait de fierté à ma remise de diplôme, tandis que mes parents se plaignaient du stationnement. Puis est arrivé le jour qui a tout changé. Mamie Elisabeth est décédée subitement d'une crise cardiaque quand j'avais 25 ans. J'étais dévasté. Elle avait été mon champion, mon refuge. À la lecture de son testament, tout le monde a été choqué, sauf peut-être moi, lorsque son avocat a annoncé qu'elle me laissait sa maison à moi, et non à mes parents. La propriété située au 1842 Magnolia Drive, évaluée à environ 850 000 $, je la lègue à ma petite fille, Emma Davis, qui a montré la détermination et la responsabilité nécessaires pour en apprécier la valeur, a lu l'avocat alors que les visages de mes parents se sont assombris. Le testament était explicite, la propriété était entièrement à mon nom, sans condition ni copropriété. Mes parents ont reçu un modeste héritage en espèces, qu'ils ont rapidement dépensé pour une nouvelle voiture et divers appareils électroniques. À partir du moment où l'acte de propriété a été transféré à mon nom, mes parents ont commencé à en parler comme de la maison familiale plutôt que la maison d'Emma. Ce qui a commencé par des commentaires occasionnels sur quand nous rénoverons la cuisine s'est progressivement transformé en plan de rénovation complet élaboré sans ma participation, tout cela pendant que je payais chaque facture, chaque impôt, chaque coût de réparation. Nous devrions vraiment remplacer ces comptoirs, disait ma mère en passant la main sur le granit que je venais de payer pour installer. Je n'aime pas cette couleur rose dans le salon, annonçait mon père, ignorant complètement que je l'avais soigneusement choisi pour l'assortir à mes nouveaux meubles. Malgré mon succès croissant en tant qu'agent immobilier, je gagnais maintenant un confortable revenu à 6 chiffres. Mes parents me traitaient comme une adolescente qui jouait à la marchande. Quand j'essayais d'établir des limites, leur réponse était toujours la même, la famille n'a pas de limites. Mais d'une manière ou d'une autre, cette absence de limite ne fonctionnait que dans un sens. Après environ 3 ans de cet arrangement, mes parents ont annoncé qu'ils prévoyaient des vacances de 3 mois en Europe, quelque chose qu'ils avaient toujours rêvé de faire. Ce qu'ils n'ont pas annoncé, c'est comment ils comptaient les payer. On peut utiliser la valeur nette de la maison, a mentionné nonchalamment mon père lors d'un dîner dominical. Tu veux dire ma maison, ai-je demandé, en essayant de garder ma voix calme. La maison qui n'est qu'à mon nom. Ne sois pas égoïste, Emma, a renchéri ma mère.
c'est la maison familiale. Ta grand-mère aurait voulu que nous en profitions tous. J'ai refusé de contracter un prêt sur la valeur domiciliaire pour leurs vacances, mais j'ai fait l'erreur de proposer de les aider avec une partie des dépenses, sachant qu'ils ne pouvaient pas se le permettre autrement. Avant que je ne m'en rende compte, je finançais la quasi-totalité du voyage, vol, hébergement, argent de poche, tout en les entendant se plaindre que les hôtels que je réservais n'étaient pas assez centraux. La veille de leur départ pour leur grande tournée européenne, j'ai surpris ma mère au téléphone avec sa sœur. Bien sûr qu'elle m'appelle. C'est la moindre des choses, étant donné qu'on la laisse garder la maison. Me laisser garder ma propre maison. La maison que ma grand-mère m'avait spécifiquement laissée? J'aurais dû reconnaître le signal d'alarme pour ce qu'il était, mais je voulais encore désespérément leur approbation. Si seulement j'avais su ce qui allait arriver, j'aurais peut-être changé les serrures avant même qu'ils ne partent pour Paris. C'est un mardi après-midi de juin que tout a basculé. Mes parents étaient en Europe depuis environ 6 semaines à ce moment-là, profitant actuellement de Paris selon leurs publications sur les réseaux sociaux. J'étais à la maison après avoir fait visiter des propriétés toute la matinée quand je me suis souvenu que l'évier de la cuisine fuyait avant leur départ. Comme ils revenaient dans quelques semaines, j'ai décidé de le faire réparer. Je devais demander à mon père où il avait mis les informations de garantie du robinet qu'il avait installé l'année dernière, l'une des rares améliorations de la maison qu'il avait réellement réalisée lui-même. J'ai composé son numéro international et j'ai attendu la série de clics et de bips qui signalaient la connexion outre-mer. Allô, la voix de mon père semblait lointaine, la connexion légèrement retardée. Salut, papa. Petite question sur la garantie du robinet de la cuisine. Tu te souviens où tu as mis les papiers? Il commence à fuir. Il a soupiré lourdement au téléphone. C'est dans le classeur du bureau, deuxième tiroir, sous cuisine. Pourquoi est-ce que ça ne peut pas attendre notre retour? Parce que l'eau est en train d'endommager le meuble sous l'évier, ai-je expliqué, en essayant de ne pas laisser paraître mon irritation. J'ai juste besoin d'appeler l'entreprise pour voir si c'est couvert. Bon, d'accord, a-t-il marmonné. Ta mère et moi sommes sur le point d'aller dîner. Un endroit sympa près de la Tour Eiffel. Ça a l'air super. Comment va Paris, ai-je demandé, en essayant d'être poli malgré son attitude. Cher, a-t-il répondu sèchement. Écoute, je dois y aller. On se reparle plus tard. D'accord, merci pour l'information. Bon dîner. J'ai entendu des bruissements, puis ce qui semblait être mon père mettant le téléphone dans sa poche. Il n'avait pas raccroché correctement. J'étais sur le point de mettre fin à l'appel de mon côté quand j'ai entendu sa voix, maintenant étouffée mais toujours audible. C'était qui? La voix de ma mère. Juste Emma, qui se plaint encore de quelque chose dans la maison. La voix de mon père était plus claire maintenant, comme s'il avait sorti le téléphone de sa poche mais pensait toujours que l'appel était terminé. Quoi encore? Ma mère semblait agacée. Quelque chose à propos de l'évier de la cuisine. Je te jure, tout ce qu'elle fait, c'est trouver des problèmes avec cette maison. J'aurais dû raccrocher. Je savais que j'aurais dû raccrocher, mais quelque chose a maintenu mon doigt en suspens au-dessus du bouton de fin d'appel, incapable de l'appuyer. Je ne comprends pas pourquoi ta mère lui a laissé cette maison en premier lieu, a poursuivi ma mère. Nous sommes ses parents. Elle aurait dû nous revenir. Eh bien, à notre retour, nous devrons avoir une conversation sérieuse sur notre retraite, a dit mon père. Emma doit comprendre que cette maison est notre sécurité pour l'avenir. J'ai senti mon estomac se nouer. Il préparait quelque chose. Elle a été un fardeau depuis le début, a poursuivi mon père, sa voix dure et claire. Toutes ces années de dépenses, l'université, tout. Maintenant, elle a cette propriété de valeur qui lui tombe du ciel, et quoi, elle pense qu'elle la mérite? Qu'a-t-elle jamais fait? Un fardeau. Le mot a résonné dans ma tête comme un coup de feu. Elle a toujours été égoïste, a acquiescé ma mère. Mais elle est aussi facilement manipulable. Tu te souviens à quelle vitesse elle a accepté de payer la majeure partie de ce voyage? Tout ce que j'ai eu à faire, c'est de mentionner l'obligation familiale à quelques reprises. Ils ont ri ensemble, un son synchronisé que j'avais entendu toute ma vie mais qui semblait maintenant sinistre. Il nous suffit de continuer à travailler sur elle, a poursuivi mon père. Finalement, elle nous cédera la maison, ou au moins nous ajoutera à l'acte de propriété. Sa faiblesse, c'est qu'elle veut toujours notre approbation. Je ne pouvais plus respirer. Ma main tremblait si fort que j'ai failli laisser tomber le téléphone.
J'ai réussi à tâtonner avec mon autre téléphone portable et j'ai commencé à enregistrer la conversation. Et si elle n'est pas d'accord, a demandé ma mère. Elle le sera, a dit mon père avec confiance. Emma a toujours été désespérée d'obtenir notre approbation. Il nous suffit de la faire se sentir assez coupable, de lui rappeler tout ce que nous avons sacrifié. Si ça ne marche pas, on commencera à parler de maisons de retraite et de frais médicaux. Crois-moi, d'ici l'année prochaine à la même époque, cette maison sera à nos noms. Et si le pire arrive, a ajouté ma mère, nous y vivons de toute façon. La possession vaut titre. Elle n'expulserait jamais ses propres parents. Ils ont ri de nouveau. Je me sentais physiquement malade. En parlant de ça, a poursuivi mon père, quand nous rentrerons, je pense que nous devrions prendre la chambre principale. C'est ridicule qu'elle ait la plus grande chambre alors qu'elle n'y est presque jamais à cause du travail. Bonne idée, a répondu ma mère. Nous devrions aussi parler de cette propriété de vacances qu'elle envisage d'acheter. Un gaspillage d'argent total. Si elle a de l'argent supplémentaire à dépenser, elle devrait nous aider davantage. Exactement. Pourquoi devrions-nous nous battre pendant qu'elle se construit un empire immobilier? Elle nous doit ça. La conversation a continué alors qu'ils se rendaient apparemment au restaurant, discutant de diverses manières de me manipuler pour que je leur donne plus d'argent, plus de contrôle, plus de ma vie. Je suis restée assise, figée dans ma chaise, des larmes coulant sur mon visage alors que chaque illusion que j'avais sur ma famille se brisait autour de moi. Après environ 15 minutes, la connexion a finalement été coupée. Je suis restée assise en silence complet, le téléphone toujours serré dans ma main. La maison que j'avais entretenue avec tant d'efforts, la maison que ma grand-mère m'avait confiée, la maison que j'avais ouverte à mes parents par amour et par obligation et ils ne la voyaient que comme leur dû. Et moi? Je n'étais qu'un fardeau. Un moyen pour parvenir à une fin. Quelqu'un à manipuler et à utiliser. À ce moment-là, quelque chose s'est brisé en moi. Mais autre chose, quelque chose de plus dur, de plus froid et de plus déterminé a pris sa place. J'ai regardé autour de moi la maison que j'avais partagée avec eux, voyant pour la première fois toutes les façons dont ils avaient progressivement affirmé leur propriété, le fauteuil inclinable de mon père positionné à la meilleure place dans le salon, les assiettes décoratives de ma mère remplaçant mes œuvres d'art, mes propres affaires progressivement reléguées dans mon espace dans ce qui était censé être ma propre maison. J'ai essuyé mes larmes, pris une profonde inspiration et pris une décision. Si j'étais un tel fardeau, il était peut-être temps de leur ôter ce poids des épaules de manière permanente. Je me suis déclaré malade au travail pour les 3 jours suivants. Je ne pouvais pas faire face aux clients ou aux collègues avec la tempête qui faisait rage en moi. Chaque fois que je rejouais la conversation dans ma tête, et je le faisais de manière obsessionnelle, j'oscillais entre un chagrin d'amour écrasant et une fureur froide. Comment les personnes qui étaient censées m'aimer inconditionnellement pouvaient-elles me voir comme rien de plus qu'une ressource à épuiser? Une fois le choc initial passé, mon cerveau d'agent immobilier a pris le dessus. J'avais besoin d'informations, d'options et d'un plan solide. Pas de décisions émotionnelles. Ma grand-mère n'avait pas bâti son succès en agissant de manière impulsive, et je ne le ferai pas non plus. Mon premier appel a été pour Patricia Winters, une avocate en droit de la famille avec qui j'avais travaillé sur plusieurs transactions immobilières. J'ai expliqué ma situation, en prenant soin de m'en tenir aux faits. La maison est entièrement à mon nom, ai-je conclu, mais ils y vivent depuis près de 4 ans. Ont-ils un droit légal sur elle? Patricia était directe et efficace, ce qui était exactement ce dont j'avais besoin. D'après ce que vous avez décrit, absolument pas. Il n'y a pas de propriété en common law qui s'appliquerait ici. Vous avez entretenu la propriété, payé toutes les dépenses, et surtout, vous avez un titre de propriété clair. Le fait que vous ayez permis à vos parents d'y vivre ne leur accorde aucun droit de propriété. Et le fait qu'ils soient mes parents? Est-ce que ça compte légalement? Pas en termes de droit de propriété, m'a-t-elle assuré. Vous êtes une adulte. Vous n'avez aucune obligation légale de loger vos parents. La maison est à vous, vous pouvez la vendre, la louer ou en faire ce que vous voulez. J'ai senti un poids s'alléger légèrement. Au moins légalement, j'étais sur un terrain solide. Et leurs affaires, ai-je demandé. C'est un peu plus délicat, a admis Patricia. Légalement, vous devriez leur donner un préavis raisonnable et la possibilité de récupérer leurs effets personnels. Je recommanderais de tout documenter soigneusement et peut-être de mettre leurs affaires dans un garde-meuble où ils pourront y accéder. J'ai pris des notes détaillées et je les remerciais, mon esprit passant déjà à l'étape suivante. Ensuite, j'ai contacté mon collègue Marcus Wilson,
l'un des agents immobiliers les plus performants de notre agence, spécialisé dans les ventes rapides et discrètes pour les couples en instance de divorce et les liquidations de succession. Je dois vendre ma maison rapidement, discrètement, et pour un prix aussi proche que possible de la valeur marchande, lui ai-je dit lorsque nous nous sommes rencontrés pour un café le lendemain matin. Marcus a haussé un sourcil. Tu fuis la justice, Emma? La faible plaisanterie est tombée à plat face à mon expression sérieuse. Situation familiale, ai-je dit simplement. J'ai besoin que cela soit géré avec une discrétion absolue. Pas d'annonce publique, si possible. Pas de panneaux dans le jardin, pas de visite libre. Et j'ai besoin que ce soit fait dans les 6 semaines. Marcus a sifflé à voix basse. C'est agressif, même sur ce marché. Tu risques de devoir accepter une baisse de prix pour un tel délai. Je comprends. De quelle sorte de baisse parle-t-on? Nous avons discuté des chiffres. La maison de ma grand-mère avait pris beaucoup de valeur depuis que j'en avais hérité, la valeur marchande actuelle était d'environ 980 000 $. Mais pour le délai accéléré et la vente privée, je devrais peut-être accepter un prix plus proche de 900 000 $. Je peux vivre avec ça, ai-je dit, en calculant rapidement. Dans combien de temps peux-tu commencer les visites? J'ai quelques acheteurs préqualifiés qui recherchent exactement ce type de propriété dans ce quartier. Je pourrais organiser des visites privées d'ici la semaine prochaine. Parfait. J'aurai besoin que la maison soit vide pour les visites. Cet après-midi-là, j'ai créé un tableur détaillé de tous les objets dans la maison, les classant méticuleusement, les objets que j'avais achetés, les objets que ma grand-mère m'avait laissés, les objets que mes parents avaient apportés en emménageant, les objets dont la propriété était discutable. Pour cette dernière catégorie, j'ai été impitoyablement honnête, si je ne pouvais pas prouver de manière définitive que quelque chose m'appartenait, je le mettais dans la colonne de mes parents. Je ne voulais aucune zone grise légale ou éthique qui pourrait revenir me hanter plus tard. Ensuite vint la planification logistique. J'avais besoin d'un logement temporaire, de déménageurs pour mes affaires, d'un garde-meuble pour les possessions de mes parents, de nouveaux comptes bancaires dans différentes institutions, d'un nouveau numéro de téléphone, d'une nouvelle adresse électronique, d'un plan pour disparaître. J'ai trouvé une location meublée à court terme dans une ville à environ 2 heures de route. J'ai ouvert de nouveaux comptes dans une banque que mes parents n'avaient jamais utilisée. J'ai acheté un nouveau téléphone avec un nouveau numéro. J'ai créé une nouvelle adresse électronique qui ne pouvait pas être facilement devinée. J'ai méticuleusement rassemblé tous mes documents importants d'actes de naissance, carte de sécurité sociale, passeport, police d'assurance, compte d'investissement, et surtout l'acte de propriété de la maison et le testament de ma grand-mère et je les ai mis en sécurité dans un coffre-fort à ma nouvelle banque. En parcourant ma liste de contrôles, je me suis parfois surprise à hésiter. Est-ce que je surréagissais? Puis je rejouais la conversation enregistrée, entendant le mépris de mon père, elle a été un fardeau depuis le début, et ma résolution se raffermissait à nouveau. Un après-midi, en triant une boîte de papier de ma grand-mère que j'avais gardée, j'ai trouvé une lettre qu'elle m'avait écrite mais apparemment jamais envoyée. Elle était datée d'un mois seulement avant sa mort. Ma très chère Emma, commençait-elle, je veux que tu saches pourquoi j'ai pris les décisions que j'ai prises concernant ma succession. Tes parents ont toujours attendu que les choses leur soient données. Quand ils voulaient emprunter de l'argent pour divers projets au fil des ans, je les ai regardés gaspiller chaque opportunité sans apprendre ni grandir. Mais toi, ma douce fille, tu as travaillé pour tout ce que tu as. Tu comprends la valeur de l'argent et du travail acharné. Je te laisse ma maison parce que je sais que tu l'honoreras, que tu en prendras soin, et que tu l'utiliseras comme une fondation pour bâtir ton propre succès, pas comme une béquille pour éviter les responsabilités. Ne doute jamais que tu mérites chaque bonne chose qui t'arrive. Je suis si fier de la femme que tu es devenue. Des larmes coulaient sur mon visage en lisant ces mots. C'était comme si elle avait d'une manière ou d'une autre prévu exactement ce qui se passerait et tendait la main à travers le temps pour renforcer ma résolution. Le lendemain, j'ai contacté une entreprise de déménagement et j'ai pris rendez-vous pour la semaine suivante. J'ai réservé un garde-meuble au nom de mes parents, payé 6 mois à l'avance, et je me suis assuré que les informations leur seraient envoyées par la poste. Chaque soir, je mettais à jour mon document de planification, cochant les tâches terminées et ajoutant de nouveaux détails au fur et à mesure qu'ils me venaient à l'esprit. Je fonctionnais avec une efficacité froide pendant la journée, mais la nuit, seul dans ce qui avait été autrefois mon sanctuaire, je m'effondrais souvent. Un soir, alors que je mettais en boîte des photos de famille, je suis tombé sur une de moi, petite fille, assise sur les épaules de mon père à une foire. Nous rions tous les deux, mes petites mains agrippant son front,
c'est maintenant fermement mes jambes. Je me suis souvenu de ce jour, de la barbe à papa qu'il m'avait achetée, de l'animal en peluche qu'il avait gagné en renversant des bouteilles de lait. Un instant, j'ai failli annuler tout le plan. Mais ensuite, je me suis souvenu de sa voix, elle a été un fardeau depuis le début. La photo est allée dans la boîte étiquetée d'affaires des parents. À la fin de la 3e semaine, Marcus avait fait visiter la maison à plusieurs acheteurs potentiels. 2 avaient fait des offres, toutes 2 en dessous du prix demandé mais dans la fourchette que nous avions discutée. J'ai accepté la plus élevée, 915 000 $ d'un cadre d'entreprise qui déménageait dans la région et qui pouvait conclure rapidement. Les pièces se mettaient en place. La vente se conclurait dans un peu plus de 2 semaines. Mes parents rentreraient d'Europe 3 jours après. Un timing parfait. Le matin de la signature, je me suis réveillé avec un étrange sentiment de calme. Au cours des dernières semaines, j'avais traversé le deuil, la rage, le doute et la détermination. Aujourd'hui, je me sentais juste concentré. Je me suis habillé avec soin d'un tailleur bleu impeccable professionnel, confiante, l'armure dont j'avais besoin pour ce qui serait l'un des jours les plus importants de ma vie. La signature était prévue pour 10 h du matin dans les bureaux de la société de titres de propriété. Je suis arrivé à 9h45, portant un mince portefeuille contenant les quelques documents restants dont j'avais besoin. Marcus était déjà là, discutant avec l'agent de la société. Il m'a adressé un sourire encourageant à mon approche. « Prête pour ça ?» a-t-il demandé doucement. J'ai hoché la tête. Plus que prête. Les acheteurs sont arrivés précisément à 10 h, Richard Thompson, le cadre, et sa femme, Catherine. Ils semblaient assez agréables, excités par la maison et le quartier. Dans d'autres circonstances, j'aurais peut-être partagé des histoires sur la propriété, le magnifique magnolia que ma grand-mère avait planté, la façon dont la lumière frappait la cuisine le matin. Aujourd'hui, je voulais juste en finir avec la paperasse. Le processus a été étonnamment sans histoire. Signer ici, paraphé là, signer encore. À chaque signature, je coupais simultanément un lien et je sécurisais ma liberté. Quand l'agent a finalement fait glisser le chèque sur la table 915 000 $, moins le reste de l'hypothèque et les frais de clôture, je n'ai ressenti que du soulagement. Félicitations, a dit l'agent, en serrant la main à tout le monde. Bonne chance à vous tous. Dehors, sur le parking, Marcus m'a rattrapé. Ça va, a-t-il demandé, avec une inquiétude sincère dans les yeux. Ça ira, ai-je dit, réussissant un petit sourire. Merci pour tout, Marcus. Je n'aurais pas pu faire ça sans toi. Heureux d'aider, a-t-il répondu, bien que je sois toujours curieux de connaître l'histoire derrière tout ça. Peut-être qu'un jour je te la raconterai, ai-je dit. Mais pour l'instant, j'ai des déménageurs à rencontrer. L'entreprise de déménagement est arrivée à midi pile. J'avais déjà emballé la plupart de mes effets personnels, clairement étiquetés et séparés des affaires de mes parents. J'ai supervisé pendant qu'ils chargeaient mes meubles, mes boîtes et mes valises dans leur camion, à destination de mon nouvel appartement temporaire. Les affaires de mes parents ont été manipulées avec le même soin mais avec des étiquettes de destination différentes. Tout a été photographié, inventorié et chargé dans un camion séparé en direction du garde-meuble que j'avais loué à leur nom. J'avais pris des dispositions pour que les codes d'accès et les informations de paiement leur soient envoyés par la poste à leur hôtel européen actuel. Pendant que les déménageurs travaillaient, j'ai parcouru chaque pièce de la maison, vérifiant les placards et les tiroirs pour m'assurer que rien n'avait été oublié. Dans la chambre de mes parents, j'ai trouvé une petite boîte cachée au fond de leur placard. La curiosité l'a emportée, et je l'ai ouverte. À l'intérieur se trouvaient des lettres, des dizaines, de ma grand-mère à mes parents au fil des ans. Je n'aurais pas dû les lire, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. Elles détaillaient des années de demandes financières, de tactiques de manipulation et la désillusion croissante de ma grand-mère envers son fils et sa belle-fille. Robert, commençait une lettre, c'est la dernière fois que je fournirai une aide financière sans un plan de remboursement clair. Tes demandes constantes mettent à rude épreuve notre relation, et je m'inquiète de l'exemple que tu donnes à Emma. Une autre, datée d'1 an seulement avant sa mort, je suis profondément préoccupé par ton attente que ma maison te revienne un jour. J'ai travaillé dur pour tout ce que j'ai, et j'ai l'intention de laisser mes biens à ceux qui les respecteront et les préserveront. Je te suggère de commencer à faire tes propres plans de retraite qui n'impliquent pas ma propriété. J'ai soigneusement replacé les lettres dans la boîte et je les ai ajoutées aux objets à entreposer. Mais j'ai ressenti un lien renouvelé avec ma grand-mère et sa décision de me laisser la maison. Elle avait vu clair en mes parents bien avant moi.
En fin d'après-midi, les 2 camions étaient chargés et partis. Je me tenais dans la maison vide, mais pas résonnant sur les planchers de bois franc. Sans meubles, sans photos, sans l'accumulation de preuves de vie vécue entre ces murs, ce n'était plus qu'une structure belle, de grande valeur, mais plus la mienne. J'ai traversé chaque pièce une dernière fois, dans la cuisine, où j'avais fait des biscuits avec ma grand-mère, dans le salon, où nous avions regardé de vieux films ensemble, dans le jardin, où elle m'avait appris le nom des fleurs et comment nourrir les plantes qui poussent. J'espère que tu comprends, ai-je chuchoté, ne sachant pas si je m'adressais à ma grand-mère ou à la maison elle-même. Finalement, j'ai placé la note que j'avais écrite sur le comptoir en granit de la cuisine, là où il serait impossible de la manquer, surprise. Un fardeau a fait ça. J'ai jeté un dernier regard autour de moi, puis je suis sorti par la porte d'entrée, la verrouillant derrière moi. J'ai laissé tomber les clés dans la fente à courrier, je suis monté dans ma voiture et je suis parti sans me retourner. Alors que je m'engageais sur l'autoroute, en direction de mon nouveau logement temporaire, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu, la liberté. Pour peut-être la première fois de ma vie, je prenais une décision entièrement pour moi-même, sans le fardeau de l'obligation familiale ou du besoin désespéré d'approbation. Le fardeau avait été levé non pas de mes parents, mais de moi. Mon appartement temporaire n'avait rien de spécial, un appartement d'une chambre meublée dans un complexe moderne avec des commodités que je n'utiliserais probablement jamais. Mais il était à moi, sans histoire, sans attente, et surtout, sans personne pour me dire que je ne méritais pas d'être là. Les premiers jours se sont passés dans un tourbillon de tâches pratiques. J'ai déballé l'essentiel, configuré mon nouvel ordinateur portable avec des mesures de sécurité renforcées, et contacté mon bureau pour leur faire savoir que je prenais 2 semaines de vacances, avec effet immédiat. Je n'ai pas fourni de détails, juste que j'avais besoin de temps personnel. À la fin de la première semaine, j'avais établi une sorte de routine, café du matin sur le petit balcon donnant sur un étang artificiel, après-midi passé à rechercher des endroits où déménager de manière permanente, soirée remplie de plats à emporter et de télévision sans intérêt pour calmer mes pensées. Je vérifiais mon ancienne messagerie électronique et vocale exactement 1 fois par jour, sans jamais répondre. Il n'y avait encore rien de mes parents, ils profitaient encore des derniers jours de leur aventure européenne, complètement inconscients que leur vie était sur le point de changer radicalement. Mon téléphone a sonné avec un SMS d'un numéro inconnu. Mon cœur a bondi avant que je ne réalise que c'était juste une notification de livraison. Pourtant, cela m'a fait prendre conscience de l'état de tension constant dans lequel je vivais, attendant l'explosion inévitable au retour de mes parents. Pour me distraire, j'ai contacté Megan Lancaster, une amie d'université avec qui j'avais perdu contact, en grande partie parce que mes parents n'avaient jamais approuvé son style de vie sauvage, qui consistait principalement à sortir avec des gens de temps en temps et à assister à des concerts. « Emma Davis ? C'est vraiment toi ?» s'est-elle exclamée quand je l'ai appelée. « Ça fait, quoi, 3 ans ? » Quelque chose comme ça, ai-je admis. J'ai été préoccupé. « Laisse-moi deviner, tu essaies toujours de plaire à des parents impossibles à satisfaire ? » Sa franchise m'a fait rire pour ce qui m'a semblé être la première fois depuis des semaines. En fait, j'appelle parce que j'ai finalement arrêté d'essayer. Nous nous sommes rencontrés pour dîner ce soir-là dans un restaurant à mi-chemin entre nos 2 villes. Autour de pâtes et de vin, je lui ai tout raconté, l'héritage, la conversation surprise, la vente de la maison, ma disparition. « Bon sang, Emma » a-t-elle dit quand j'ai eu fini. C'est à la fois la chose la plus terrible et la plus audacieuse que j'ai jamais entendue. Je ne suis toujours pas sûr d'avoir fait ce qu'il fallait, ai-je admis. Tu plaisantes ? Il prévoyait de te manipuler pour te prendre ta maison ou une maison que ta grand-mère t'avait spécifiquement laissée. Ils t'ont appelé un fardeau tout en vivant dans ta maison sans payer de loyer et en te faisant payer leurs vacances européennes. Si quoi que ce soit, tu as été trop gentil avec toute l'histoire du garde-meuble. Sa validation a desserré quelque chose de serré dans ma poitrine. Peut-être que je ne surréagissais pas. Peut-être que c'était la réponse appropriée à des années de manipulation. Le lendemain, j'ai pris rendez-vous avec une thérapeute. Le docteur Sarah Palmer était spécialisée dans les traumatismes familiaux et avait un créneau la semaine suivante. Il était temps d'aborder non seulement la trahison récente, mais aussi la vie entière d'amour conditionnel qui l'avait précédée. 10 jours après la vente de la maison, mon ancien téléphone a explosé de notifications, textos, messages vocaux, courriels, tous de mes parents. Ils étaient revenus d'Europe et avaient découvert la vérité. Le premier message vocal, « Emma, qu'est-ce qui se passe, bon sang ? On vient de rentrer et notre clé ne marche pas, appelle-nous immédiatement. » La voix de mon père était plus agacée qu'inquiète.
Le deuxième, 1 heure plus tard, Emma Marie Davis, ce n'est pas drôle. Où es-tu? Pourquoi la maison est-elle vide? Appelle-nous tout de suite. Maintenant, il semblait en colère. Le troisième, de ma mère, Emma, ma chérie, nous sommes très inquiets pour toi. S'il te plaît, appelle-nous dès que tu auras ce message. Nous voulons juste savoir que tu es en sécurité. Sa voix dégoulinait de cette inquiétude fabriquée qu'elle avait perfectionnée au fil des ans. Les textos ont escaladé de la même manière, de la confusion aux exigences, aux menaces, à la fausse inquiétude. Le dernier message vocal, laissé après de minuit, nous avons trouvé ta note. Je ne sais pas ce que tu penses avoir entendu, mais tu as fait une terrible erreur. C'est aussi notre maison. Tu n'avais pas le droit de la vendre. Nous consultons un avocat dès demain matin. Tu as vraiment dépassé les bornes cette fois, Emma. J'ai sauvegardé tous les messages mais n'ai répondu à aucun d'entre eux. Qu'ils consultent tous les avocats qu'ils voulaient, la maison était à moi à vendre. Fidèles à leur parole, ils se sont présentés à mon agence immobilière le lendemain matin, provoquant exactement la scène que j'avais anticipée. Ma collègue Jamie m'a envoyé un texto, « Tes parents sont ici et font un scandale. » Le patron leur a dit que tu es en vacances et leur a montré la porte quand ils n'ont pas voulu partir. Tout va bien? J'ai répondu par un simple « drame familial ». J'expliquerai à mon retour. Merci de m'avoir prévenu. Plus tard dans la journée, ma patronne a appelé directement. Emma, je ne sais pas ce qui se passe avec ta famille, mais ils ont porté des accusations assez graves aujourd'hui. Quelque chose à propos de la vente illégale de leur maison. J'ai pris une profonde inspiration. Ce n'était pas leur maison. C'était la mienne, laissée par ma grand-mère. Je l'ai laissé y vivre, mais j'ai récemment découvert qu'ils prévoyaient de me manipuler pour que je la leur cède. Alors oui, j'ai vendu ma maison, ce qui était tout à fait dans mes droits légaux. Je suis désolé qu'ils aient apporté ce drame au bureau. Il y a eu une pause avant qu'elle ne réponde. Je vois. Eh bien, ils ont été interdits d'accès aux locaux. Prends tout le temps dont tu as besoin, et fais-moi savoir s'il y a quoi que ce soit que nous puissions faire. Sa simple acceptation a été un autre poids levé. J'avais été inquiète des retombées professionnelles, mais il semblait que j'avais plus de soutien que je ne l'avais réalisé. Au cours des jours suivants, mes parents ont essayé toutes les voies possibles pour me joindre. Ils ont contacté des connaissances communes, des parents éloignés, même l'association des anciens élèves de mon université. Chaque tentative justifiait davantage ma décision de couper les ponts. 2 semaines après leur retour, ils ont réussi à obtenir ma nouvelle adresse électronique, probablement d'un ancien voisin bien intentionné mais naïf, et ont envoyé un long message exposant leur version des faits. Selon eux, j'avais mal compris une conversation privée, surréagi de manière spectaculaire et trahi ma famille de la manière la plus blessante possible. Ils étaient prêts à me pardonner si je voulais bien réparer les choses en utilisant le produit de la vente de la maison pour acheter une nouvelle propriété où nous pourrions tous vivre ensemble. L'audace était presque impressionnante. Même maintenant, ils essayaient encore de me manipuler. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai transféré le courriel à Patricia, mon avocate, qui a confirmé à nouveau que j'avais agi en toute légalité et m'a conseillé de continuer à maintenir mes distances. Au fil des semaines, j'ai progressivement commencé à reconstruire ma vie. Je suis retourné au travail, je me suis lancé à corps perdu dans mon activité immobilière et j'ai continué mes séances de thérapie hebdomadaires. J'ai trouvé un charmant condominium à acheter dans ma nouvelle ville, plus petit que la maison de ma grand-mère mais entièrement à moi de toutes les manières qui comptaient. Un soir, alors que je rangeais des livres sur mes nouvelles étagères, je suis tombé sur un vieil album photo que je n'avais pas ouvert depuis des années. À l'intérieur se trouvaient des photos de vacances en famille, de réunions de fêtes, de célébrations d'anniversaire et des moments qui avaient autrefois semblé heureux mais qui me paraissaient maintenant creux, sachant ce qui se cachait sous les façades souriantes. J'ai fermé l'album et je l'ai rangé dans un placard. Peut-être qu'un jour je serai prête à revoir ces souvenirs, mais pas encore. Pour l'instant, je me concentrais sur la création de nouveaux souvenirs, non entachés par la manipulation et l'amour conditionnel. Le fardeau que j'avais porté toute ma vie, le besoin désespéré de gagner l'approbation de mes parents, était enfin levé, et j'étais plus légère que je ne l'avais jamais été. J'ai réussi à éviter mes parents pendant près de 3 mois. J'ai changé mes habitudes, fait mes courses dans différents magasins et suis devenue hyper vigilante quant à mon environnement. Mais je savais qu'une confrontation était inévitable. Ce que je n'avais pas prévu, c'est comment elle se produirait. Rachel Chin, mon ancienne voisine,
m'a appelé un mardi après-midi. Emma, j'ai pensé que tu devrais savoir, tes parents sont de retour à la maison. Mon cœur s'est emballé. Que veux-tu dire, à la maison? Ce n'est plus leur maison. Je sais, a dit Rachel, mais ils sont garés dehors en ce moment, juste assis dans leur voiture, à la regarder fixement. Les nouveaux propriétaires sont en voyage d'affaires, donc je ne pense pas qu'ils le sachent encore. J'ai juste pensé que tu voudrais peut-être le savoir. Je l'ai remercié et j'ai immédiatement appelé Richard Thompson, le nouveau propriétaire, pour le prévenir. Il était inquiet mais reconnaissant pour l'avertissement et a dit qu'il alerterait sa société de sécurité. Plus tard dans la soirée, mon téléphone a sonné avec un numéro inconnu. Contre mon meilleur jugement, j'ai répondu. Emma. C'était la voix de mon père, tendue de colère contenue. Nous devons nous rencontrer. Demain. Le café de la rue Maple à 10 heures. Si tu ne te présentes pas, nous irons à nouveau à ton bureau, et cette fois, nous ne partirons pas discrètement. Avant que je puisse répondre, il a raccroché. J'ai appelé Patricia immédiatement. Il menace de faire une scène sur mon lieu de travail si je ne les rencontre pas. Tu n'es absolument pas obligé de les rencontrer, m'a-t-elle rappelé. Nous pourrions obtenir une ordonnance restrictive sur la base de ces menaces. J'ai envisagé cette option mais j'ai finalement décidé de ne pas le faire. Non, je pense que je dois leur faire face. Mais je veux que ce soit à mes conditions, pas aux leurs. Le lendemain matin, je suis arrivé au Daily Grain, un café populaire du centre-ville, à 10h15 précise, assez tard pour marquer le coup mais pas au point qu'ils partent. J'avais choisi cet endroit parce qu'il était public, toujours bondé, et que le propriétaire était un de mes clients dont je savais qu'il me soutiendrait si les choses tournaient mal. J'ai repéré mes parents immédiatement, assis à une table dans un coin. Le visage de ma mère était tiré, ses cheveux normalement parfaitement coiffés semblant quelque peu négligés. La mâchoire de mon père était serrée dans cette ligne rigide familière qui avait toujours signalé des eaux dangereuses. Je me suis approché de leur table calmement, vêtu de ma tenue la plus professionnelle une autre armure. Robert. Diana, les ai-je salués, utilisant délibérément leurs prénoms au lieu de maman et papa. Ma mère a tressailli. Le visage de mon père s'est encore assombri. Assieds-toi, a-t-il commandé. Je ne suis pas ici pour prendre des ordres, ai-je répondu d'un ton égal. J'ai accepté de vous rencontrer parce que je pensais qu'il était peut-être temps de tirer les choses au clair, mais cette conversation se déroule d'égal à égal ou pas du tout. Je me suis assise en face d'eux, plaçant mon téléphone de manière ostensible sur la table entre nous. Est-ce vraiment nécessaire, a demandé ma mère, en désignant le téléphone. Compte tenu de notre histoire, oui, ai-je dit. J'enregistre toutes mes réunions d'affaires importantes maintenant. Nous sommes tes parents, pas une réunion d'affaires, a sèchement répliqué mon père. Et pourtant, vous avez menacé mon lieu de travail si je ne me conformais pas à vos exigences. Cela ressemble plus à de l'extorsion qu'à de la parentalité. Ma franchise les a pris au dépourvu. Ils étaient habitués à ce que je cède, que je m'accommode, que je cherche la paix à tout prix. Ce que tu as fait est impardonnable, a finalement dit mon père. Tu as volé notre maison. Ce n'a jamais été votre maison, ai-je répondu. C'était ma maison. Dans laquelle je vous ai généreusement permis de vivre, un fait que vous considériez apparemment comme un fardeau. Les yeux de ma mère se sont écarquillés. De quoi parles-tu? J'ai appuyé sur lecture sur mon téléphone, et leurs propres voix ont rempli l'espace entre nous. Ce n'est qu'un fardeau depuis le début, toutes ces années de dépenses, l'université, tout. Maintenant, elle a cette propriété de valeur qui lui tombe du ciel, et quoi, elle pense qu'elle la mérite? Qu'a-t-elle jamais fait? J'ai arrêté l'enregistrement et j'ai levé les yeux pour trouver ma mère pâle et mon père rouge de colère. Tu nous as enregistrés en privé? C'est illégal, a-t-il balbutié. En fait, il n'est pas illégal d'enregistrer une conversation dont vous faites partie, ce qui était mon cas, puisque vous m'avez appelé et que vous n'avez pas réussi à raccrocher correctement. Mais ce n'est pas la question. La question est que j'ai enfin entendu ce que vous pensez vraiment de moi. Tu as mal compris, s'est empressée d'intervenir ma mère. Nous étions fatigués, stressés par l'argent. Pendant des vacances européennes coûteuses que j'ai payées, ai-je interrompu. S'il vous plaît, n'insultez pas mon intelligence en me mentant à nouveau. Alors tu as vendu la maison dans notre dos, a exigé mon père, nous laissant sans abri comme une sorte de vengeance? J'ai vendu ma maison parce que j'ai finalement réalisé qu'elle ne serait jamais vraiment la mienne tant que vous y seriez.
Et vous n'êtes pas sans abri. Vous avez l'argent que mamie vous a laissé, oh attendez, vous l'avez dépensé pour une nouvelle voiture au lieu de sécuriser votre propre logement. Mon père s'est penché en avant, sa voix baissant à un murmure menaçant. Tu sais, nous pourrions te poursuivre en justice pour ça. Nous y avons vécu pendant des années. Nous avons des droits. En fait, vous n'en avez pas, ai-je répondu calmement. J'ai consulté un avocat avant de prendre la moindre décision. Vous n'aviez aucun droit légal sur la propriété. Vous n'avez payé aucun loyer, contribué à aucune dépense, et vos noms n'étaient nulle part sur l'acte de propriété. Mais s'il vous plaît, n'hésitez pas à gaspiller l'argent qu'il vous reste dans un procès que vous ne pouvez pas gagner. Ma mère a commencé à pleurer, ces larmes familières qui m'avaient si souvent manipulé pour que je cède. Cette fois, je n'ai ressenti qu'une sorte de pitié détachée. Qu'est-ce que tu attends de nous, Emma, a-t-elle demandé à travers ses larmes. Des excuses? D'accord, nous sommes désolés si tu as mal interprété ce que tu as entendu. Si j'ai mal interprété, ai-je répété, incrédule. Ce ne sont pas des excuses, c'est une autre manipulation. Et c'est exactement pourquoi j'ai pris la décision que j'ai prise. J'ai pris une profonde inspiration, me recentrant avant de continuer. Ce que je veux est très simple. Je veux que vous reconnaissiez ce que vous avez fait, pas seulement la conversation que j'ai surprise, mais les années passées à me traiter comme un investissement qui devait rapporter des dividendes. Je veux que vous compreniez que votre comportement a des conséquences. Et je veux que vous respectiez les limites que j'établis maintenant. Lesquelles, exactement, a demandé mon père, sa voix froide. Je ne vous fournirai aucun soutien financier à l'avenir. Je ne partagerai pas ma nouvelle adresse avec vous. Je ne communiquerai avec vous que si et quand je choisirai de le faire. Si vous revenez sur mon lieu de travail ou si vous me harcelez de quelque manière que ce soit, je poursuivrai une action en justice. Alors c'est tout? Après tout ce que nous avons fait pour toi, tu nous coupes les ponts, la voix de ma mère s'est élevée de manière spectaculaire. Après tout ce que vous m'avez fait, l'ai-je corrigé? Et oui, à moins et jusqu'à ce que vous puissiez démontrer un remords sincère et un changement, c'est là où nous en sommes. Mon père s'est levé brusquement, sa chaise raclant bruyamment contre le sol. Toi, petite ingrate. Robert, ma mère lui a attrapé le bras. Plusieurs autres clients s'étaient tournés vers notre table. Il s'est rassis, bouillonnant de rage. Tu te crois tellement meilleur que nous maintenant, avec ta carrière dans l'immobilier et ton éducation sophistiquée. Mais laisse-moi te dire quelque chose, tu n'aurais rien de tout ça si nous ne t'avions pas élevé. Vous avez raison, ai-je dit, les surprenant tous les deux. Je ne serais pas qui je suis aujourd'hui sans vous. Chaque commentaire manipulateur, chaque démonstration d'affection conditionnelle, chaque fois que vous m'avez fait sentir que je n'étais pas assez, tout cela m'a appris exactement quel genre de personne je ne voulais pas devenir. Donc d'une certaine manière, je devrais vous remercier. Les larmes de ma mère s'étaient arrêtées, remplacées par une expression stupéfaite. Mon père avait l'air d'avoir été giflé. Je me suis levé, ramassant mon sac à main et mon téléphone. Vos affaires sont dans un garde-meuble. J'ai payé pour 6 mois. Les informations ont été envoyées à votre hôtel à Paris, mais je peux vous renvoyer les détails par texto si vous en avez besoin. C'est tout? C'est tout ce que tu as à nous dire, a demandé ma mère, sa voix faible. J'ai fait une pause, les regardant tous les deux, les regardant vraiment peut-être pour la première fois non pas comme les figures d'autorité imposantes de mon enfance ou les forces manipulatrices de ma vie d'adulte, mais juste comme deux personnes profondément imparfaites qui n'avaient jamais appris à aimer sans condition. J'espère que vous trouverez la paix, ai-je dit finalement. J'espère que vous trouverez ce que vous cherchez qui vous fait traiter les gens qui vous aiment comme vous le faites. Mais je ne serai plus votre dommage collatéral. Je suis parti alors, sentant des dizaines d'yeux sur mon dos mais me tenant plus droite que je ne l'avais été depuis des années. Dehors, j'ai pris une profonde inspiration de l'air frais de l'automne, sentant quelque chose d'inattendu m'envahir. Ce n'était pas de la colère. Ce n'était pas de la douleur. Ce n'était même pas de la satisfaction. C'était la paix. 6 mois après la confrontation au café, j'étais complètement installé dans ma nouvelle vie. J'avais acheté une charmante maison de ville à Richmond, à environ 2 heures de mon ancien domicile, et j'avais été transféré au bureau de notre agence là-bas. Le changement de décor avait été exactement ce dont j'avais besoin, assez proche pour maintenir des relations professionnelles importantes mais assez loin pour prendre un nouveau départ. Ma nouvelle maison était distinctement la mienne d'une manière que la maison de ma grand-mère n'avait jamais tout à fait réussi à être. Je l'ai décorée entièrement à mon goût, moderne mais confortable,
avec des touches de couleur qui égayaient même les jours les plus sombres. Pas d'antiquité, pas d'héritage familiaux, rien qui ne portait le poids du passé. Professionnellement, je m'épanouissais. Le nouveau départ avait revigoré ma passion pour l'immobilier, et je me suis senti particulièrement attiré par l'aide aux primo-accédants pour naviguer dans ce processus compliqué. Il y avait quelque chose de profondément satisfaisant à guider les gens à travers l'un des achats les plus importants de leur vie, en s'assurant qu'ils comprenaient chaque document, chaque engagement, chaque droit qu'ils avaient. Vous avez expliqué les choses différemment des autres agents immobiliers, m'a dit un jeune couple après la signature de leur première maison. Comme si vous vouliez vraiment que nous comprenions, pas seulement que nous signions. Tout le monde mérite de savoir exactement à quoi il s'engage, ai-je répondu, en pensant à quel point ma propre histoire aurait pu se dérouler différemment si j'avais reconnu la manipulation plus tôt. Mes séances de thérapie avec le docteur Palmer se sont poursuivies, bien que nous ayons réduit la fréquence à 2 fois par mois. Notre travail était passé du traumatisme immédiat de la trahison de mes parents au schéma plus profond qui avait défini notre relation pendant des décennies. Vous avez mentionné quelque chose d'intéressant la dernière fois, a dit le docteur Palmer lors d'une séance. Vous avez dit que vous vous sentez encore parfois coupable d'avoir surréagi à ce que vos parents ont dit. J'aimerais explorer cela un peu plus. Je me suis agité inconfortablement sur mon siège. Parfois, je me demande si j'aurais dû les confronter d'abord, leur donner une chance de s'expliquer avant de prendre une mesure aussi radicale. Que pensez-vous qu'ils auraient dit si vous l'aviez fait? J'y ai réfléchi. Ils l'auraient nié, ou dit que j'avais mal compris, ou qu'ils étaient juste fatigués et stressés et ne le pensaient pas. Et est-ce qu'une de ces explications aurait changé la vérité fondamentale de ce que vous avez entendu? Non, ai-je admis. Cela leur aurait juste donné l'occasion de me manipuler à nouveau. Le docteur Palmer a hoché la tête. Emma, ce que vous avez vécu avec vos parents est ce que nous appelons de la violence financière, utiliser l'argent et les ressources comme des outils de contrôle et de manipulation. C'est particulièrement insidieux car c'est souvent déguisé en aide familiale ou en parents qui veillent sur leur enfant. Le terme violence financière m'a frappé comme un coup physique. Je n'avais jamais envisagé d'appliquer cette étiquette à ma situation, mais dès qu'elle l'a dit, j'en ai reconnu la vérité. La façon dont ils prévoyaient de vous faire pression pour céder votre maison, la façon dont ils vous ont manipulé pour payer leurs vacances, même la façon dont ils vous ont fait sentir coupable que votre grand-mère vous laisse la maison, ce sont toutes des formes de violence financière, a-t-elle poursuivi. Et comme toute forme d'abus, la réponse appropriée est de vous protéger, ce qui est exactement ce que vous avez fait. Quelque chose a changé en moi ce jour-là. Un dernier morceau de culpabilité persistante s'est dissous, remplacé par la clarté. Après cette séance, j'ai commencé à faire des recherches sur la violence financière pour de bon. J'ai été surprise de découvrir à quel point elle était courante, en particulier au sein des familles, et combien peu de ressources existaient pour aider les gens à la reconnaître et à y faire face. Une idée a commencé à germer, une idée qui s'est renforcée à chaque article que je lisais et à chaque histoire personnelle que je rencontrais en ligne. 2 semaines plus tard, j'ai approché ma patronne avec une proposition. Je veux créer un atelier, ai-je expliqué, quelque chose pour les primo-accédants, en particulier les femmes, sur la reconnaissance et la prévention de la manipulation financière dans les achats importants. Ma patronne, Vanessa Martinez, a écouté attentivement pendant que je décrivais mon concept. Il ne s'agit pas seulement de transactions immobilières, ai-je conclu. Il s'agit de donner aux gens les moyens de prendre des décisions financières sans manipulation ni pression, que ce soit de la part de membres de la famille, de partenaires ou même de professionnels sans scrupules. Je pense que c'est brillant, a dit Vanessa quand j'ai eu fini. Et opportun. Nous avons tous vu des clients poussés à prendre des décisions qu'ils regrettent plus tard. Si nous pouvons nous positionner comme l'agence qui éduque et défend véritablement l'autonomie financière des clients, c'est une puissante différenciation sur le marché. Avec sa bénédiction, j'ai commencé à développer du matériel pour l'atelier. Ce qui a commencé comme une simple présentation a rapidement évolué en un programme complet couvrant des sujets allant de la reconnaissance des tactiques de manipulation subtile à l'établissement de saines limites financières. Je l'ai appelé bâtir des fondations, l'autonomie financière dans les grandes décisions de la vie. Nous avons offert le premier atelier un samedi matin, en attendant peut-être une douzaine de participants. Plus de 30 personnes se sont présentées. La réponse a été écrasante. Les gens ont partagé des histoires de parents qui les avaient poussés à des investissements inappropriés, de partenaires qui avaient miné leur confiance financière, d'amis qui les avaient manipulés pour des prêts inappropriés. Chaque histoire résonnait avec ma propre expérience, renforçant ma conviction que ce travail était nécessaire. Après le 3e atelier réussi,
un magazine féminin local a demandé à m'interviewer sur le programme. L'article, intitulé Liberté financière, la mission d'Emma Davis pour mettre fin à la manipulation financière, a attiré encore plus d'attention sur le sujet. C'est grâce à ce réseau grandissant que j'ai renoué avec la sœur de ma grand-mère, tante Judith, que je n'avais pas vue depuis les funérailles. Elle m'a contacté après avoir lu l'article du magazine. « Emma, ta grand-mère serait si fière de ce que tu fais », m'a-t-elle dit pendant le déjeuner. Elisabeth a fait face à des difficultés similaires avec ton père tout au long de sa vie. Il a toujours attendu que les choses lui soient données, tout comme son père avant lui. Je n'en avais aucune idée, ai-je admis. Mamie n'en a jamais vraiment parlé. Elle était discrète sur les questions familiales, a dit tante Judith. Mais elle voyait tellement d'elle-même en toi l'indépendance, l'éthique de travail. C'est pourquoi elle t'a laissé la maison au lieu de Robert. Elle savait que tu l'utiliserais comme une fondation, pas comme une béquille. Ces mots faisaient écho à la lettre que j'avais trouvée en faisant mes cartons, confirmant ce que j'avais déjà commencé à soupçonner. Ma grand-mère avait pris sa décision avec des yeux clairs et en pleine conscience de ses implications. As-tu eu des contacts avec tes parents récemment, a demandé tante Judith avec précaution. Pas depuis notre confrontation, ai-je répondu. J'ai reçu quelques courriels, mais rien qui ne suggère qu'ils aient vraiment réfléchi à leur comportement ou pris leurs responsabilités. Elle a hoché la tête tristement. Robert a toujours eu du mal avec la responsabilité. Même enfant, rien n'était jamais de sa faute. Je suis désolé, Emma. Tu méritais de meilleurs parents. Je suis en train de faire la paix avec ça, ai-je dit, surprise de constater que c'était vrai. Je ne peux pas changer qui ils sont ou comment ils m'ont traité, mais je peux utiliser cette expérience pour aider les autres et pour me construire une vie meilleure. Le jour du premier anniversaire de la vente de la maison de ma grand-mère, j'ai pris un jour de congé et je suis allé au cimetière où elle était enterrée. J'ai apporté un bouquet de ses fleurs préférées, des pivoines roses, et je me suis assise à côté de sa pierre tombale. Je crois que je comprends enfin ce que tu essayais de m'apprendre, ai-je dit doucement, sur l'estime de soi et le fait de se débrouiller seul, sur la reconnaissance de quand l'amour vient avec trop de conditions. J'aurais aimé que nous ayons eu plus de temps ensemble, mais je suis reconnaissante pour chaque leçon que tu as partagée. Assise là, j'ai réfléchi à tout ce qui avait changé en un an. La douleur et la trahison initiale s'étaient progressivement transformées en autre chose, pas le pardon, exactement, mais l'acceptation. Mes parents étaient ce qu'ils étaient, leur comportement reflétait leurs limitations, pas ma valeur. Le véritable fardeau que j'avais porté n'était pas d'être leur fille, c'était l'effort épuisant d'essayer de gagner un amour qui aurait dû être donné librement. En mettant de côté ces attentes, j'avais trouvé une liberté que je n'aurais jamais cru possible. Mon téléphone a vibré avec un texto de Megan, toujours partante pour dîner ce soir. Toute la bande est excitée de te voir. J'ai souri en répondant par l'affirmative. La bande était un groupe d'amis avec qui j'avais renoué ou que je m'étais fait au cours de la dernière année, des gens qui m'acceptaient tel que j'étais, qui donnaient sans compter, qui soutenaient sans contrôler. C'est à cela que ressemblaient les vraies relations. C'est ce que je méritais depuis le début. En rentrant chez moi, j'ai pensé à la note que j'avais laissée dans la maison vide, surprise. Un fardeau a fait ça. À l'époque, je l'avais voulu comme une réclamation amère du mot que mon père avait utilisé pour me blesser. Maintenant, 1 an plus tard, je le voyais différemment. Parfois, les fardeaux les plus lourds que nous portons sont les attentes que nous nous imposons à être assez parfaits, assez accommodants, assez réussis pour enfin gagner l'amour qui devrait être notre droit de naissance. Déposer ce fardeau a été l'acte le plus libérateur de ma vie. Ce soir-là, entouré d'amis qui étaient devenus ma famille choisie, j'ai levé mon verre pour un toast privé, à ma grand-mère, à mon parcours, et à la femme que j'étais encore en train de devenir sans fardeau, sans compromis, et enfin, vraiment libre. Avez-vous déjà dû prendre une décision difficile pour vous protéger de personnes qui étaient censées vous aimer? Parfois, les limites les plus difficiles à fixer sont avec la famille. J'adorerais lire vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et si mon histoire a résonné en vous, s'il vous plaît, aimez, abonnez-vous et partagez avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre qu'il est acceptable de prioriser son propre bien-être. Merci d'avoir écouté mon parcours.